Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez, j'espère qu'on m'entend aussi à la maison, au bureau, où que vous soyez. Je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques ici à l'Université du Québec à Montréal. Bienvenue à l'UQAM. Je dirige aussi l'Observatoire des conflits multidimensionnels qui est à la chaire Raoul Dandurand également et qui a organisé ce colloque, je vous remercie d'être là, ce colloque auquel on vous a convié, qui porte sur la donnée comme ressource stratégique dans les conflits contemporains. L'Observatoire des conflits multidimensionnels n'a pas organisé ce colloque seul. Il est co-organisé avec le Centre de recherche de l'Académie militaire de Saint-Cyr-Kwekidan et le Centre géopolitique de la datasphère. Et on est très heureux de cette collaboration. Je vais saluer la présence de certaines personnes dans un instant, mais c'est un colloque sur lequel on travaille depuis plusieurs mois. On a tenu plusieurs rencontres pour définir la problématique, dont mon collègue Stéphane Taillat va vous parler dans un instant. Et on arrive au fil d'arrivée. C'est aujourd'hui qu'on entame ce colloque qui durera 2 jours. Et comme vous le verrez, c'est un colloque qui vise à se questionner sur ce que notamment, mais pas seulement ce conflit-là, mais sur ce que notamment la guerre en Ukraine et d'autres conflits contemporains, on va le voir, nous dit de la donnée comme ressource stratégique. Donc, on veut étudier les représentations, les discours, les pratiques des acteurs dans le cadre des conflits armés, mais on veut aussi étudier les évolutions et les ruptures que la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, d'autres conflits récents induisent sur justement cette problématique de la valeur stratégique des données, et ce à l'échelle locale, régionale ou internationale. Stéphane Taillat vous en dira plus sur la problématique scientifique du colloque, mais je veux vous souhaiter la bienvenue à ce colloque qui va durer 2 jours. Je ne sais pas si vous avez regardé le menu, mais il y a beaucoup de thèmes qui seront abordés. Je regardais ça encore ce matin, guerre infocentrée, recomposition du champ de bataille, quels impacts pour la conception des besoins capacitaires, les analyses de données, les analystes de données, défis et enjeux d'une ressource humaine stratégique pour les armées. On aura des présentations sur le conflit en Ukraine, évidemment. On aura des présentations sur d'autres régions du monde. Un beau menu qui, je le souhaite, mènera à d'autres étapes par la suite, peut-être des publications, un ouvrage, des articles scientifiques sur une base individuelle peut-être, et aussi peut-être, oui, un numéro spécial d'une revue scientifique. On verra. Mais là, peut-être que je dis des choses que Stéphane Taillat voulait dire, donc je vais me limiter à vous souhaiter la bienvenue. Je veux souhaiter la bienvenue à Montréal à nos collègues français, à nos collègues américains. Il y a Paul Lenz qui est ici aujourd'hui. Il y a d'autres collègues d'un peu partout dans le monde qui se joignent à nous. Ce sera un colloque multidisciplinaire des chercheurs d'un peu partout dans le monde. On est très contents de ça. On va pouvoir croiser les analyses, les perspectives, les points de vue. Et je veux vous remercier d'avoir accepté notre invitation, conférenciers, conférencières, gens du public. Et en terminant, avant de céder la parole à mon collègue Stéphane Taillat, je veux le remercier. Il a joué un rôle extrêmement important dans la conception, l'organisation de ce colloque, avec d'autres collègues dont je veux saluer la présence. Il y avait un comité organisateur, un comité scientifique, et je suis très heureux parce que je les ai vus souvent et beaucoup sur Zoom au cours des derniers mois, mais là, je les vois en personne et j'en suis très content. Donc, Stéphane Taillat, un plaisir de te revoir. Je salue la présence de notre collègue Didier Danet aussi, que vous entendrez aujourd'hui, Julien Nossetti, que vous entendrez également. Il y a Louis Pétignot, que vous entendrez aujourd'hui aussi. Je salue aussi la présence de Saïd Haddad, avec qui, on a beaucoup discuté de tout ça sur Zoom. Et last but not the least, je veux remercier pour son travail acharné, son rôle de chef d'orchestre et son professionnalisme, Alexis Rapin, qui a fait en sorte qu'on puisse se rencontrer régulièrement et que tout roule, comme on dit chez nous. Et avant de céder la parole à mon collègue Stéphane Taillat, je veux remercier évidemment l'équipe de la chaire Raoul Dandurand et tout particulièrement Louis Collerette. Je veux remercier Françoise Conéa, Daphné Saint-Louis-Ventura et l'équipe aussi de l'Observatoire des conflits multidimensionnels, Fanny Tan, que vous verrez aujourd'hui, Danny Gagné, Simon Hogg et les autres. Donc, j'espère que je n'oublie personne. Je suis très heureux d'être là. Je sais que je vais apprendre plein de choses. Et sans plus tarder, je veux céder la parole à mon collègue et ami Stéphane Taillat, qui va vous en dire davantage sur la problématique de ce colloque. Stéphane. Merci beaucoup, cher Frédéric. Oui, alors c'est toujours un soulagement de voir qu'une idée qu'on a eue collectivement, lancée comme ça, au hasard d'une visioconférence, s'incarne matériellement dans une rencontre qui en plus
dure effectivement les 2 journées qu'on avait envisagées initialement, mais évidemment, comme ça reposait sur j'allais dire les propositions que nous aurions, ça restait toujours un tout petit peu, comment dire, ça pouvait éventuellement être moins, mais en tout cas voilà, le menu est effectivement très très large. Merci beaucoup aussi de nous accueillir ici. Merci à toute l'équipe de la chaire et de l'UQAM pour l'organisation, pour toute cette partie qui est vraiment essentielle à la tenue d'un événement scientifique. Et puis merci donc à tous les conférenciers de s'être proposés, d'avoir joué le jeu et d'avoir pu soit venir, soit effectivement se dégager du temps, en dépit éventuellement du décalage horaire avec l'autre côté de l'Atlantique pour ces 2 jours. Voilà, alors donc le sujet qu'on va aborder lors de ces 2 journées, hein, la question de la donnée, c'est un sujet sur lequel effectivement et l'Observatoire de la chaire Raoul Dandurand et Géode et les travaux menés au sein du centre de recherche de Saint-Cyr. Ce sont des sujets que nous avons explorés depuis déjà plusieurs années sous des angles très très différents. Et donc il était temps, si je puis dire, à l'occasion de la guerre en Ukraine, hein, puisque c'est l'idée qu'on avait eue au début du printemps 2023, et puis entre-temps, malheureusement, l'actualité a rajouté des couches de choses à observer et dont tirer des événements. Mais voilà, l'idée c'était qu'il est le moment, hein, avec cet épisode que nous connaissons depuis 2 ans, depuis peut-être 2020 à la limite, si on inclut la question du Haut-Karabakh, de reposer tous les sujets donc nous avions déjà commencé à travailler sous des angles très différents. Et puis, je pense, last but not least, que c'est extrêmement important également qu'on puisse rassembler les forces vives, j'allais dire, francophones, mais pas que, mais quand même, hein, de relier aussi les 2 rives de l'Atlantique de cette manière-là sur des sujets comme celui-ci. Voilà, donc je vais vous parler brièvement de cette question de la donnée, en commençant déjà par dire que la difficulté, c'est de définir, et même non seulement comment la définir, mais peut-on définir la donnée, hein. Donc ça va être ma première partie, je vais être très didactique, hein. Il y aura 3 parties. Voilà, je suis le fruit de l'université française. J'ai été nourri à ça. En plus, voilà, bref, dans ma discipline, c'est presque canonique. Donc cette première partie portera sur ça, finalement. De quoi parle-t-on? En effet, la donnée est mal nommée, d'abord, puisque, premièrement, elle fait rarement l'objet d'un don. Elle est plus souvent, j'allais dire, collectée. Elle est, même si, effectivement, il existe à travers les usages numériques, la notion de consentement, auquel bien sûr nous adhérons tous lorsque nous décidons de télécharger une application, hein, voilà, mais sauf que tout le monde connaît la légendaire longueur des contrats pour les utilisateurs finaux que nous sommes, donc d'une certaine manière ce consentement reste opaque, mais ça c'est une première chose qui est très importante, hein. La donnée n'est pas l'objet d'un don, hein. C'est pour ça que Rob Kitchin avait proposé de parler de capta plutôt que de data. Alors, ça lui paraissait plus juste. La donnée est également mal nommée parce que justement elle n'est pas donnée. Elle n'est pas donnée dans le sens où elle résulte d'une mise en donnée, hein, voilà, qui est un processus qui effectivement transcrit ou adapte le réel. Voilà, la donnée n'est pas le réel, c'est le produit d'un processus donc, de transcription et d'adaptation. Et puis, toujours sur cette question de de la notion et du concept de donnée, il existe aussi un piège qui est le fait que nous relions souvent la donnée aux technologies numériques qui gèrent aujourd'hui la transmission de l'information, hein. Voilà, on parle de transmission de l'information par paquet de données. Et alors, ça génère effectivement une série de représentations. J'en vois 2 que j'évoque comme ça et dont nous aurons l'occasion de reparler pendant les différentes interventions. La première, ce serait l'idée de confondre données et information, justement, hein, et donc de considérer que nous ne sommes qu'un ensemble de données. Voilà, c'est ce qui nous résume, et c'est notamment des notions telles que l'empreinte numérique, par exemple, sur lesquelles on a pu travailler. Donc l'idée qu'on pourrait profiler effectivement les individus à travers ces paquets d'informations, et puis derrière l'idée bien sûr que ça justifie le besoin d'avoir beaucoup de données, donc cette notion de big data. Puis deuxième représentation que je vois aussi derrière cette difficulté que nous avons à séparer données et informations et surtout à nous concentrer sur l'aspect technologique,
c'est le fait que, avec les modèles qui existent aujourd'hui, notamment relativement à l'intelligence artificielle, il serait possible de faire des inférences à partir des probabilités statistiques si et seulement si nous avons suffisamment de données. Donc on renvoie aussi à cette idée que la mise en données, la donnée est en quelque sorte non seulement un moyen d'avoir des informations sur les personnes, mais même de conduire en quelque sorte un certain nombre de modèles d'anticipation, voire prédictifs. Alors, effectivement, si on veut, dans cette première partie, peut-être synthétiser, je dirais que la donnée, d'abord, donc, elle est construite, hein, évidemment, hein, tout le monde l'a bien compris. Mais si ces données sont construites, elles sont aussi produites. Elles sont aussi l'objet d'une production. Et d'une production qui n'est pas toujours volontaire, hein, vous l'avez compris. Hein, il y a cette notion de données d'échappement, hein, en anglais exhaust data, donc l'idée que, en quelque sorte, tel le petit pousset du 21e siècle, nous semons derrière nous, sans le savoir, un certain nombre de cailloux qui permettent de retracer qui nous sommes ou ce que nous avons fait. Hein, et ces données, elles sont exploitées notamment à des fins, évidemment, marchandes. Et donc, construction et production relèvent en fait de stratégie. Hein, ça n'est pas lié au hasard, j'allais dire au côté aléatoire de notre pratique numérique, de stratégies qui donc nous disent que les données résultent en fait d'une décision qui reflète des logiques et des représentations. Et ça, c'est le cadre géopolitique qu'on a notamment au sein du centre Géode. Ces représentations, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elles sont bien sûr conditionnées par le contexte sociopolitique et culturel, mais aussi par d'autres facteurs, l'impératif économique, la perception d'une menace, un certain nombre de volontés politiques. Mais on retrouve aussi, à travers les données numériques, des représentations, j'allais dire, qui sont inscrites dans une perspective historique plus longue de la mise en données. Parce qu'évidemment, la mise en données n'a pas commencé avec la numérisation. On a commencé depuis plusieurs millénaires à mettre le monde en données. J'allais dire, dès lors qu'on a commencé à écrire, peut-être pas, mais au moins déjà à compter, ou peut-être les deux d'ailleurs, hein, ensemble. Et donc, quelle est cette croyance, ou en tout cas cette espèce de serpent de mer qui traverse d'une certaine manière l'histoire? C'est une croyance ou une espérance ou une crainte, hein, ça dépend bien sûr de la perspective où on se place, qu'un grand nombre de données, je l'ai évoqué tout à l'heure, équivaut à la création d'un savoir, d'une connaissance et donc d'un savoir beaucoup plus fiable, beaucoup plus précis et qui peut ensuite servir à des fins, je l'ai expliqué, économiques, scientifiques, bien sûr, mais aussi politiques, et que ça soit dans les conflits et les conflits armés, mais aussi dans, aujourd'hui, l'ingénierie politique mise en œuvre par un certain nombre de gouvernements, notamment, mais pas seulement, les gouvernements autoritaires. Ça va donc introduire ma deuxième partie. Hein, ma deuxième partie, c'est de dire qu'au fond, les données donc, sont des objets de savoir, hein, et donc ce sont des formes de pouvoir. C'est aussi ça qu'on voit à travers la donnée comme ressource stratégique. Et notamment à l'ère numérique, il y a un certain nombre de spécificités. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais je vais vous donner quelques exemples. La mise en données numérique fait qu'il y a un plus grand nombre de données, que ces données se transfèrent ou se transmettent plus exactement plus vite, qu'elles sont aussi plus précises. Elles ont un degré de granularité beaucoup plus précis. Et donc, ça nous amène à réfléchir à un certain nombre de questions, où ça amène les décideurs à réfléchir, ou les acteurs à réfléchir. Quelles sont les données qui sont stratégiques? Alors, on parle souvent de données stratégiques, mais c'est pas, là aussi, c'est pas un donné, c'est un choix. Lesquelles sécuriser? Même chose, hein, bien sûr. On voit que dans un certain nombre de dispositifs, que ce soit à l'échelle d'une organisation, à l'échelle pourquoi pas même de nous, individus, ou à l'échelle d'État, on peut avoir la tentation de vouloir tout sécuriser ou tout contrôler, ce qui probablement n'est pas possible. Hein, voilà, donc il faut faire aussi ce choix. Lesquelles maîtriser ou contrôler, dès lors qu'elles reposent sur des infrastructures, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, qui sont effectivement transnationales, ou en tout cas qui se déploient à l'échelle globale et qui n'obéissent pas forcément à des logiques nationales, etc. Deuxième élément, on a aussi un certain nombre de qualifications qui relèvent de décisions collectives ou de jeux stratégiques, par exemple, le fait de vouloir distinguer, notamment dans les dispositifs juridiques, les données à caractère personnel des données publiques, par exemple, dont on voit que dans le jeu des acteurs, par exemple, qui collectent ces données, cette distinction n'est pas toujours très, très pertinente. Voilà. On pourrait rentrer dans le détail, mais sachez par exemple qu'aux États-Unis, désormais, les juges on dispose d'une protection spéciale concernant les données qui les concernent, les données à caractère personnel qui les concernent. C'est un des rares groupes qui est protégé aux États-Unis en ce qui concerne les données à caractère personnel.
Voilà, donc ça c'est quand même important hein, de se poser cette question-là. Les données individualisées, toujours pareil à l'ère numérique, j'y reviens un instant parce qu'elles sont à fort potentiel. C'est vraiment aujourd'hui la mine d'or hein, pour un certain nombre d'acteurs, parce que beaucoup croient en la valeur prédictive de l'exploitation de masse de ces données, ou des processus de ciblage qui en découlent. Ciblage, ça peut être dans tous les sens du terme, hein. Ça peut être le ciblage marketing, comme ça peut être le ciblage militaire, hein, on est bien d'accord, ou le ciblage répressif. Hein, voilà. Donc c'est dans tous ces sens-là, bien sûr, que je l'entends. Alors on voit aujourd'hui, effectivement, qu'il y a plein de données qui nous concernent, qui existent, hein, j'allais dire, dans le monde numérique, hein, des données génomiques, des données biométriques, des données de localisation. Hein, voilà, c'est celles auxquelles on pense le moins, mais qui sont assez intéressantes, et qui donc créent, comme le disait Amael Katarouza dans sa géopolitique des données numériques, hein, un intérêt et un pouvoir qui tient non seulement à la masse de ces données, mais aussi à la granularité. Et même, il parlait de résolution des données qui permettent d'observer les choses à plusieurs échelles. Voilà. Et donc ça pose la question, évidemment, de la manière dont on analyse à l'ère numérique justement ces données. Après avoir dit ce que c'était, il est important de le dire. Amael Katarouza nous apprend aussi, hein, dans son travail fondateur, que la donnée dépend d'un cycle de vie. Il y a un cycle de vie qui comprend des phases séquentielles mais aussi simultanées, bien sûr la production, la collecte, le transport, la transmission, la conservation, le stockage, le traitement, hein, bien sûr. Et il ajoute aussi une question que je pense qu'on pourrait creuser aujourd'hui, qui sera, je pense, peut-être creusée dans quelques communications, c'est la question de l'archivage de ces données. On ne pense pas assez au fait que, certes, il y a de plus en plus de données qui sont produites, de plus en plus de données qui sont stockées, mais du coup, il faut faire de la place. Ce que je veux dire, c'est que les capacités de stockage des données croissent à une vitesse inférieure à la production de ces données-là. Ce qui fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'a pas plus, ou en tout cas peut-être qu'à terme, on ne va pas avoir davantage d'archives de données numériques pour comprendre notre histoire que dans les siècles précédents. Il y a une partie d'Internet qui est déjà en train de disparaître, en réalité, parce qu'il faut faire de la place pour les nouvelles données. Et on le voit notamment, ça peut être un enjeu dans les conflits armés contemporains, lorsqu'il s'agit de documenter, bien sûr, éventuellement, les opérations militaires, mais par exemple aussi les crimes qui y sont commis. On voit bien que c'est tout un travail qui va être rendu compliqué, qui est compliqué aujourd'hui pour les enquêteurs, et puis je souhaite bon courage à mes homologues du futur, les historiens, qui se retrouveront peut-être devant des archives beaucoup plus lacunaires et beaucoup plus réduites que ce qu'ils auraient pu espérer. D'autre part, ce cycle de vie peut être aussi compris, c'est une autre dimension importante, dans une dimension infrastructurelle. On peut aussi comprendre la donnée à travers l'architecture, le réseau que forment les acteurs, mais aussi les dispositifs socio-techniques et physiques qui permettent justement tous les différents éléments de ce cycle de vie. Et cette réflexion en termes d'infrastructure, elle amène du coup à territorialiser la question des données, à pouvoir en faire une géographie et donc une géopolitique. On peut s'interroger sur des goulets d'étranglement, on peut réfléchir à l'ancrage territorial des data centers, par exemple, hein, ce genre de choses, et on peut donc saisir quelles sont les potentialités de pouvoir qui découlent de la capacité à mobiliser les infrastructures, à contrôler les infrastructures qui transmettent, produisent, collectent, etc., les données. Et si certains acteurs sont présents fortement, on pense notamment aux acteurs états-uniens, hein, effectivement, les entreprises de numérique, les agences de sécurité nationale, en fait, il y a aussi, et c'est la bonne nouvelle, hein, nous, individus, qui pouvons en partie jouer un rôle, et c'est une des questions qui sera soulevée dans ce colloque, pour tenter de maîtriser, d'exploiter ou de gérer les risques liés à l'exploitation abusive ou pas de nos données. Je vais terminer, ce sera ma troisième et dernière partie qui fera en même temps une conclusion, donc là j'aurais eu probablement une moins bonne note à la fin de ma copie, parce qu'il ne faut jamais faire ça, mais c'est pas très grave. Ça me permet aussi de ne pas dépasser le temps qui m'est imparti, en abordant donc la question qui nous occupe pendant ces 2 jours, qui est tout ce que je viens de dire, comment ça va résonner avec cette idée de ressources dans les conflits contemporains. Les données peuvent être l'objet évidemment d'une lecture en termes d'études de sécurité, d'études stratégiques. Les acteurs y définissent des objets référents, des menaces, des dispositifs qui visent à sécuriser la donnée, qui visent à gérer les risques liés à la perte de confidentialité, à la perte de disponibilité, à la perte d'intégrité des données, ou au contraire aux stratégies qui visent à entraver
les tentatives d'un adversaire d'exploiter justement ces données. Et donc, ça veut dire qu'on peut même avoir une lecture tactique, entre guillemets, hein, des données qui peuvent être ciblées, manipulées, détruites, liste à l'après-vert, interdites, déniées, si vous voulez, volées, diffusées, corrompues, marchandées, croisées, combinées. Donc on voit toute une palette hein, d'actions qui peuvent cibler, enfin, au sens large du terme, ces données. Or, effectivement, c'est un problème dès lors qu'il y a une dépendance croissante à ces données pour le fonctionnement individuel et collectif, hein, pour le fonctionnement des organisations, des administrations, des entreprises, ou même pour notre propre vie. Et donc, les enjeux qui en découlent pour les conflits contemporains sont très nombreux, hein, bien sûr, et il ne s'agit pas pour moi de tous les évoquer dans cette conclusion, mais bien d'essayer d'évoquer certains d'entre eux qui seront vus durant ces présentations et qui pourront donner lieu éventuellement d'ailleurs à des travaux ultérieurs. Je vois 3 enjeux principaux qui sont assez classiques en fait, on les découvre pas aujourd'hui, 6 juin 2024, parce que Stéphane Taillat les énonce au pupitre du colloque. Hein. Ils sont là depuis très longtemps, mais je voudrais juste porter l'attention sur eux. Donc le premier enjeu, c'est bien sûr tout ce qui va concerner les intelligences artificielles, mais en lien avec l'autonomisation. Alors on a beaucoup travaillé sur l'autonomisation, par exemple, des systèmes d'armes, mais on voit bien aussi que se développe dans le cadre des conflits contemporains, ou même d'ailleurs dans le cadre de dispositifs de répression, une autonomisation plus ou moins importante du profilage, du ciblage. Alors voilà, on ne va pas donner de nom, mais il y a des cas récents hein, qui nous montrent que c'est une tentation. Donc ça, c'est un premier objet qu'on pourra voir tous ensemble. Le deuxième objet, c'est bien sûr la question classique de la souveraineté numérique. Hein, voilà, en tant que Français, je ne pouvais pas ne pas l'évoquer. Ça nous ramène sur les terrains habituels de l'analyse géopolitique classique, évidemment, même s'il y a aussi une lecture critique qui est faite maintenant de cette notion-là. Cette notion de souveraineté numérique, je pense que la bonne manière de l'aborder, c'est effectivement de montrer que ça nous invite à repenser la souveraineté à l'ère du numérique, à une ère où il paraît illusoire de penser les infrastructures comme les enjeux de sécurité sous le prisme strict et étroit d'une conception qui valorise le contrôle, qui valorise l'autorité de manière indépendante, indivisible. Voilà, ça effectivement, il faut passer outre. Donc la notion de souveraineté, et notamment dans la gestion des données, me paraît importante. Et puis troisième enjeu, qui conclura mon propos et qui me paraît important, et je l'ai évoqué à plusieurs reprises dans cette introduction, c'est la question de la protection des individus, qui sont vraiment les acteurs les plus fragiles dans ce monde de la donnée, même si je vous ai dit tout à l'heure que la bonne nouvelle, c'est qu'on pouvait aussi quand même faire quelque chose. Notamment dans le cadre des conflits armés, bien sûr. Voilà, on aura une intervention sur la question de la protection des données des réfugiés en temps de guerre, qui est effectivement essentielle. Mais aussi la fragilité des individus face au fait que tout cet écosystème de la donnée, toutes ces infrastructures permettent le développement d'instruments de répression, de surveillance, voire de contrôle social, qui peut-être rentrerait très bien dans ce cadre de la gouvernementalité ou du biopouvoir de Michel Foucault. Voilà, j'ai fini par Michel Foucault, un Français, donc il est temps que je conclue à mon tour. Merci beaucoup de votre attention et puis bon colloque à tous. Quelle excellente introduction, bien structurée en 3 points. En passant, les Québécois font ça aussi en 3 points souvent, donc j'imagine qu'on a été influencés. Écoutez, le temps file, donc je proposerais que l'on démarre tout de suite les discussions. Merci encore, Stéphane. Et je céderai la parole à Élisabeth Vallet, qui est professeure au Collège militaire royal de Saint-Jean, qui est aussi directrice de notre observatoire de géopolitique à la chaire Raoul Dandurand, en études stratégiques et diplomatiques. Et elle sera la modératrice pour le premier atelier qui va porter sur le thème de la donnée dans les forces armées. Donc, on a terminé avec ça dans l'introduction de Stéphane. C'est un très bon... en fait, la transition est excellente. Et merci beaucoup, Élisabeth, d'avoir accepté de te joindre à nous ce matin. Je te cède la table. Merci, justement. Oui, je profitais du fait que vous vous installez pour présenter le panel.
Donc, merci beaucoup d'être ici. C'est vraiment intéressant, de mon point de vue, de pouvoir assister à cette conférence. On travaille avec mon groupe de recherche sur les frontières. La frontière est vue aux États-Unis souvent comme une zone de guerre. Donc, les parallèles sont évidents. Et évidemment, les données comme outil de filtrage, de contrôle, mais aussi comme outil de prédiction des flux de réfugiés sont des éléments qui deviennent de plus en plus centraux et pour lequel, d'ailleurs, Renaud a eu le plaisir ou pas, de commettre un chapitre dans un ouvrage qu'on va coproduire sur la question des murs frontaliers et sur cet aspect technologique. Donc, comment les données sont appréhendées et leur usage. Mais là, en l'occurrence, on parle de leur usage dans les forces armées, dans les systèmes de défense. Donc, on parle des analystes, qu'on parle de la définition du champ de bataille ou de stratégie. Et pour ce faire, nous allons avoir 3 conférenciers que j'ai le plaisir de retrouver. En fait, j'ai un peu l'impression d'être en famille. Dr Bellet est économiste, défense au groupe MBDA. Il a travaillé avant à la DGA, à EADS, vous le connaissez certainement. Il a un pied aussi dans la recherche à travers le CESIS à Grenoble et donc ces associations multiples, notamment l'Observatoire de la Défense, la Fondation Jean Jaurès à Assas. Il enseigne en économie de la défense et de l'innovation. On s'est rencontrés, on en reparlait, on s'est rencontrés il y a 24 ans. C'est terrible. Et j'ai le plaisir aussi de retrouver, mais là j'espère que cette fois-ci, ça sera dans de meilleures circonstances s'il y a beaucoup qui pèse sur vos épaules. Le docteur Haddad, qui est politologue, on s'est rencontrés le 13 novembre 2015 ici. C'est un souvenir qui a été frappant. On se disait qu'on n'oublierait jamais les gens qui étaient dans la salle ce jour-là. Il est enseignant-chercheur à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coët-Quidan. Et où il dirige le département de communication, lettres, sociologie. C'est un spécialiste de la géopolitique de l'Afrique du Nord, mais aussi un spécialiste qui travaille principalement aujourd'hui sur le monde cybernétique, les cybercombattants, la cyberconflictualité. On a comme un livre de science-fiction qui s'ouvre devant nous et pourtant c'est vraiment très concret. Et enfin, je pense que le docteur Sylvain Munger est à distance, c'est ça? Il est politologue et chercheur à l'école navale en Bretagne. Au cours de ses 2 post-doctorats, donc il a mené des recherches sur les guerres du futur. On continue avec moi, je viens pas de votre univers, alors j'ai l'impression de plonger dans la matrice. Et les ancrages de l'imaginaire de l'intelligence artificielle. Il travaille aujourd'hui dans le cadre du projet Marinov sur les mécanismes d'innovation au sein de la Marine nationale et la conception des armes du futur. Bref, la table est mise. Renaud, c'est à toi une quinzaine de minutes. Merci. Merci beaucoup, Elisabeth. Bonjour à tous. Donc, je suis très content d'être là avec vous. En plus, sur une question, comme Stéphane a pu le dire, qui est assez complexe parce qu'on a tendance à prendre les données pour quelque chose d'acquis. C'est le cas de le dire. Mais malheureusement, en fait, ça pose de vraies questions d'évolution, d'interprétation, d'absorption, en fait, notamment par les armées. Donc moi, je travaille chez MBDA, mais je suis aussi chercheur associé à Grenoble. Donc c'est un petit peu le croisement de ces 2 regards et le retour que l'on peut avoir, notamment sur la guerre en Ukraine, sur cet paradoxe d'une omniprésence de la donnée et d'une paralysie du front. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? On devrait avoir en fait dans une logique, si vous regardez l'histoire des systèmes de défense, de l'organisation des armées, on a une explosion de la donnée, mais en fait on se rend compte qu'on est à un point de basculement, où en fait la donnée était vue comme un moyen d'améliorer le fonctionnement des systèmes existants, mais avec peut-être une incompréhension de la valeur de la donnée, de son usage, et aussi de sa place en fait dans les modes d'opération des armées. Et je pense qu'on est arrivé aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, à un vrai questionnement intéressant du point de vue du marché de l'armement, pour savoir ce qu'on doit faire en fait en termes de moyens, pour quelle mission et quel usage de la donnée. Parce qu'en fait, on a eu au début des années 2000 le Network Centric Warfare, qui était le grand truc de l'OTAN, et qui était assez intéressant. Mais en fait, finalement, ce n'était qu'une extension d'une capacité antérieure. On était dans des trajectoires de systèmes où on avait de plus en plus de données pour faire tourner les systèmes, sans se poser la question de savoir si ça devait changer en fait à la fois les systèmes dont on dispose et la façon dont on opère avec ces systèmes sur les théâtres. Et donc ici, c'est intéressant de se dire qu'on a donc un point de rupture, un point de vue, c'est mon hypothèse, que je vais essayer de souligner ici, avec des questionnements aussi associés à cette hypothèse. Donc le paradoxe de l'Ukraine, donc c'est une très grande transparence. On a l'impression qu'on sait tout, qu'on voit tout. On a plein de données très hétérogènes et très différentes de ce qui était dans la guerre réseau centrée, où c'était des données très militaires. Ici, on a beaucoup de données qui sont civiles. Mais on a une multiplication des senseurs, donc on peut même demander aux gens d'envoyer des messages sur des plateformes
plateformes, des applications pour aider au ciblage, par exemple chez les Ukrainiens. On a des moyens de communication qui ont explosé, les tuyaux ont grossi, mais les flux à faire rentrer les tuyaux sont encore plus gros. Et la question, c'est est-ce qu'on peut traiter ces données? Et on voit que cette question se pose avec des sociétés comme Palantir, par exemple, aux États-Unis, ou Preligence en France. On a trop de données. En fait, comme ce modèle n'est pas fondé sur la donnée, il est fondé sur des moyens qui sont nourris par des données, en fait, on a un système qui est en train d'imploser en quelque sorte parce que on ne sait pas gérer. Déjà, en Afghanistan, on le savait, les masses de vidéos qu'on avait étaient intraitables, vraiment, parce qu'on n'avait pas la capacité. Et donc, on voit des évolutions. Alors ici, ça pose une question, cette transparence du champ de bataille. C'est comment éviter d'être victime de cette transparence. On le voit bien dans le retour d'expérience. Pourquoi les canons César sont efficaces, c'est parce qu'ils sont capables de tirer et de se déplacer très rapidement pour éviter les contre-mesures, contrairement aux Russes. On a aussi besoin justement d'utiliser ces données pour pouvoir améliorer l'efficacité. Mais en même temps, on voit que le déni d'accès à la donnée est aussi un problème, puisqu'en fait, on n'a jamais eu autant de guerre électronique, de brouillage, et toutes ces données qui sont nécessaires à l'opération deviennent problématiques. Si on a un déni d'accès sur la géolocalisation, par exemple, ça peut être très problématique, notamment sur des systèmes qui sont en autopilotage, en quelque sorte. Donc ici, on voit qu'il y a une transformation importante à faire, avec ce déni d'accès qui va poser un problème, parce que on était dans une logique jusqu'ici d'optimisation des plateformes par la technologie pour les rendre de plus en plus performants. C'est la loi d'Augustine, où on améliore à l'infini les trajectoires technologiques, où on intensifie finalement la performance. Mais ça suppose finalement de vivre dans un environnement permissif. Or, on le voit, l'environnement est de moins en moins permissif. On peut avoir du déni d'accès de géolocalisation, de communication. Et comment on fait pour accéder à la donnée dont on a besoin, notamment pour savoir où on est, déjà, de base. Et ça pose la question de l'accès à la donnée et du traitement de la donnée. Donc en fait, la question des données, elle est intimement liée à l'intelligence artificielle. Parce que face à un flux de plus en plus grand, de plus en plus hétérogène de données et un temps de réaction qui doit être de plus en plus court, on voit bien que la capacité cognitive des êtres humains arrive à saturation. Donc on voit ici cette coévolution, tout en gardant en tête quand même que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une formule magique, c'est un ensemble de techniques algorithmiques qui s'appliquent à des domaines très variés. Et en fait, quand on regarde tous ces domaines, c'est des domaines où la donnée est essentielle. On peut avoir du ciblage, par exemple, savoir si on peut identifier une cible, s'assurer que c'est la bonne cible, par exemple. Mais il y a aussi de la navigation, par exemple, savoir piloter, se repérer, se piloter par rapport à d'autres, dans du swarming, par exemple, des vols en essaim. Donc en fait, on voit que la donnée devient très essentielle parce qu'elle va permettre de faire fonctionner les systèmes et de pouvoir les rendre efficaces sur un tas d'opérations. Donc c'est en fait un point de basculement où la donnée était quelque chose de périphérique qui venait aider un système qui était conçu autour d'une performance technologique, opérationnelle, et on voit en fait que la donnée devient au centre parce qu'elle va aider les systèmes à fonctionner et à opérer ensemble. Donc c'est pour moi un point de basculement très important, mais qui soulève des enjeux spécifiques à la défense. En fait, on voit que l'intelligence artificielle, si on prend ce point de vue, pour aller rapidement, se fonde sur des problèmes de qualité, de traitement, de masse de données. On a déjà évoqué le big data. C'est assez facile quand les données sont données gratuitement, facilement, et qu'on peut les traiter dans un environnement assez connu. Or, quand on regarde l'environnement militaire, finalement, le problème, c'est qu'on est dans des modes d'opération où on ne connaît pas l'environnement. Une voiture autonome, elle est supposée quand même savoir qu'elle est sur une route, qu'il y a des bâtiments autour, et qu'elle peut identifier des obstacles qui sont prévus. Le propre de l'opération militaire, c'est d'opérer dans un domaine justement où on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut beaucoup plus de données, de rafraîchir les données. On ne peut pas juste avoir des modèles prédictifs parce qu'en fait justement c'est pas prédictif, si ça serait trop facile. Donc ici on a un vrai enjeu qui pose des problèmes de modélisation des environnements, mais aussi de captation de données, de traitement de données en mode embarqué aussi dans les systèmes qui posent des problèmes techniques et d'hétérogénéité et de bruit aussi. Il y a beaucoup de bruit qui peut poser problème. Donc on voit que, par exemple, l'IA peut aider justement à faire du traitement d'images en temps réel pour justement éviter des erreurs d'appréciation. On a un environnement qui est non permissif,
Ça, c'est un problème, c'est que la donnée, elle n'est pas accessible, elle n'est pas donnée parce que justement l'adversaire ne veut surtout pas qu'on l'acquiert. Donc ici, on est face à un défi, c'est celui d'accéder aux données dont on a besoin. Par exemple, pour beaucoup de systèmes, notamment si vous prenez un missile, s'il n'a pas de données de géolocalisation, ça risque d'être problématique pour lui de savoir où il est. Ou un drone, on voit bien qu'une très grande partie des drones qui sont détruits par les Russes le sont parce que simplement on les rend aveugles en quelque sorte. Donc on voit bien ici que cette notion-là, elle est problématique. Ça veut dire ici qu'il faut pouvoir surmonter en fait ces problèmes, soit par une meilleure connectivité, et ça c'est un problème de durcissement en fait des communications, ou des systèmes qui se permettent de s'abstraire en fait des besoins de communication. Parce qu'une solution, c'est de fournir la donnée par communication, mais dans une zone non permissive, on ne peut plus communiquer. Donc ici, comment capter la donnée et la traiter pour pouvoir trouver des solutions. Ici, on voit bien qu'on a des systèmes de machine learning, par exemple, qui sont des algorithmes qui sont développés, qui doivent permettre, par de l'imagerie optique ou électromagnétique, de pouvoir recalibrer, en fait, par la navigation, par exemple, d'un système, ce qui est un enjeu important. Bien sûr, un des problèmes que l'on a aussi, c'est la faiblesse des quantités de données. Pour entraîner des systèmes, il faut beaucoup de données, c'est la force des GAFAM, c'est qu'ils ont en fait plein de données, ils peuvent faire énormément d'itérations sur des systèmes qui restent par définition très probabilistiques, donc c'est nécessaire. Et cette question de l'entraînement, elle est aussi in situ. Comment on peut recalibrer le système en permanence? Ça, c'est des enjeux énormes. Donc on voit bien ici que ça pose aussi des questions de sécurité dans les systèmes qu'on peut utiliser. Est-ce qu'on est sûr que les algorithmes qu'on emploie seront les bons? En fait, on se rend compte que beaucoup d'algorithmes sont des algorithmes de base qui sont réutilisés, mais avec aussi des biais potentiels. Donc on voit ici qu'il y a des enjeux de données, de sécurisation de la donnée, de protection de la donnée. On voit bien que le système devient de plus en plus centré en fait dans cette notion de données, en quelque sorte. Et bien sûr, avec des contraintes d'efficacité, mais aussi pour éviter des dégâts collatéraux. Parce que, justement, si on n'est pas sûr de ce qu'on doit faire, on peut avoir des choses qui sont très problématiques. Ça peut être non seulement un problème de droit humanitaire, mais aussi un problème d'efficacité militaire et d'efficacité politique. Parce que l'effet contre-productif de destruction non souhaitée, on le voit bien à Gaza aujourd'hui, c'est pas du tout constructif. Donc on voit bien que cette mise en œuvre, cette conception et cette alimentation des systèmes en termes de données devient vraiment un point vraiment critique. Alors je vois que le temps passe et je vois que Elisabeth me regarde de manière insistante, donc je vais essayer d'accélérer. Voilà. Donc en fait, ça oblige quand même à repenser fondamentalement la conception des systèmes et de leur usage, de leur déploiement. Ça suppose déjà d'avoir des systèmes qui soient capables de gérer la donnée, de la stocker. On parlait de stockage des données. On voit bien qu'aujourd'hui, on peut avoir des fermes qui sont en Islande et qui peuvent stocker beaucoup de données. Quand vous prenez un hélicoptère, un avion ou même un missile, le stockage est limité. Il y a un vrai problème de place. Déjà, il y a un problème d'algorithme aussi. Est-ce qu'on a les bons algorithmes pour traiter la donnée par rapport aux besoins? Est-ce qu'on a le hardware qui va avec? Parce que c'est ça aussi le problème aujourd'hui. C'est pas simplement avoir des algorithmes, il faut pouvoir les faire tourner, et là, en temps réel. On n'a pas le temps d'attendre que le traitement se fasse. Donc ça veut dire ici, est-ce qu'on a les microprocesseurs qui sont adaptés par rapport au type de traitement? Et là, on voit bien que c'est... bien sûr, NVIDIA a utilisé des GPU pour faire ça, ça marche bien, mais c'est peut-être pas idéal. On voit bien qu'il y a beaucoup de startups qui travaillent. Comment associer ces startups avec les enjeux de la défense, par exemple? Et puis, un facteur qu'on oublie souvent, c'est l'énergie. Tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Et la plupart des plateformes, des systèmes, ils ont une capacité limitée de fourniture d'énergie. Donc ça veut dire que ça va rentrer en concurrence avec d'autres fonctionnalités des systèmes. Ça qui pose aussi une question sur comment on optimise en fait cette architecture des systèmes. Alors certains ont un peu un fantasme autour d'intelligence artificielle et de la donnée avec des systèmes type Terminator, mais on voit bien que ça, c'est aujourd'hui, quand on regarde la littérature, ça reste un fantasme parce que l'intelligence artificielle générale apparaît comme une frontière très très éloignée dans le temps. Par contre, ça pose des questions. C'est où on traite la donnée, où on la stocke et comment on l'exploite. Parce qu'on ne peut pas tout faire dans une plateforme. D'abord parce qu'on a des problèmes de communication, des problèmes de puissance, mais aussi peut-être que ça ne fait pas beaucoup sens. Peut-être qu'il y a des décisions qui doivent se prendre à d'autres niveaux, à un niveau non tactique, opératif ou stratégique. Donc ça veut dire ici que le partage de la donnée, c'est une hiérarchie de la valeur de la donnée par rapport à l'usage que l'on peut en faire, par rapport au type de décision qu'on doit prendre. Et ça pose une question. Ça pose une question de savoir comment on hiérarchise en fait le rôle de chacun. Parce que si on avait un système vraiment autonome qui ferait ce qu'il voulait, type Terminator,
ça pourrait être très bien d'un point de vue très local et très tactique, mais peut être très contre-productif par rapport aux finalités de l'engagement militaire. Donc ici, il y a une question, parce que ça veut dire aussi que des données vont être traitées localement ou à un niveau de cloud, pour simplifier, mais ça suppose aussi qu'il y ait des moyens de communication qui permettent d'échanger entre ces différents niveaux. Donc on voit qu'on repose la question, non pas de systèmes qui seraient laissés à eux-mêmes, hein, c'est le livre de Philippe Cadic, Planète Hurlante, mais ça, c'est pas une bonne solution, si vous regardez le livre ou le film qu'on a tiré, mais on voit bien que cette question va se poser. Or, ça change aussi la façon de représenter la guerre, parce que la façon dont les guerres sont conçues, c'est un système très hiérarchique. Et donc, hein, on investit des gens de Saint-Cyr. Je passe de temps en temps aussi quelques séjours. Mais le problème, c'est que la hiérarchie, c'est obéir sans forcément comprendre ou contester la décision. Là, quand on délègue en fait une mission, la question se pose de comment on définit la délégation. Et donc, ça pose de vrais enjeux sur la conception même de l'art de la guerre. Qu'est-ce qu'on peut laisser en bulle autonome? Qu'est-ce qu'il faut absolument connecter? Et ça suppose de changer en fait la façon dont les armées fonctionnent. Donc en quelque sorte, je vais accélérer sur ça, je pense qu'un des vrais enjeux, c'est que la technique était un moyen, mais pas une fin. Contrairement à ce qu'on peut avoir comme appréciation du fait de la fascination pour la technologie et la donnée. Mais ça suppose de changer des relations, des équilibres. Déjà, dans la conception des systèmes, le problème, c'est que, comme je disais, les données sont rares, et donc souvent elles sont détenues par les armées, et pas forcément par ceux qui développent les systèmes. Comment partager ces données, qui sont extrêmement sensibles? Par exemple, j'ai travaillé chez Airbus pour les avions civils, les compagnies aériennes ont été très réticentes à donner des données d'opération des avions pour assurer une meilleure maintenance, une meilleure évolution des plateformes. Ça ne semble pas forcément quelque chose de très ambitieux. Imaginez que de donner des données de mise en œuvre des systèmes par les armées pour améliorer le fonctionnement des équipements. On voit bien ici qu'on a des enjeux. Donc le partage des données, c'est un impératif, en fait, pour développer des systèmes militaires. Je dirais que c'est un plus pour les avions civils. Mais ici, si on veut des systèmes les plus performants possibles, il n'y a pas le choix. Sauf que c'est contradictoire avec la culture du secret des informations qui sont extrêmement sensibles, parce qu'elles concernent des opérations, la capacité opérationnelle des armées. On voit aussi qu'il faut repenser la guerre, et c'est compliqué pour, notamment du point de vue sociologique, mais je laisserai essayer de peut-être ou d'autres commenter, mais c'est la représentation par les officiers de leur place dans la structuration des armées est remise en question. Et il y a un très bon papier que je vous invite à lire de Parameters de Robert Sparrow et Adam Henschke sur Centaure versus Minotaure. Est-ce que c'est le Centaure, la tête humaine et le corps fonctionnel, ou est-ce que c'est le Minotaure, l'inverse? Et en fait, dans le papier, ces deux officiers américains disent, mais finalement, l'avenir, c'est qu'on va vous dire ce que vous voulez faire en tant qu'officier ou militaire, et que vous ne saurez pas forcément pourquoi vous devez le faire, mais ça sera un logiciel qui le dira, non pas un officier. Donc ça, c'est des vraies questions fondamentales, et finalement, qui peuvent être aussi des bloquants par rapport à l'évolution des armées, par rapport à l'acceptation de la technologie, parce que, comme le disait Alvin Toffler dans Guerre et Anti-guerre, vouloir changer la direction d'une armée, c'est comme vouloir arrêter un char en lui jetant des marshmallows. C'est un petit peu la complexité. Et finalement, la question ici de la représentation est très importante, parce qu'elle définit aussi ce qu'on doit faire, pourquoi on le fait et comment on le fait. Et ça se joue du point de vue de l'économiste, de la relation qui existe entre l'offre et la demande sur l'acceptation de changements qui sont structurels, ici, fondamentaux. Donc on voit bien qu'il y a des réagencements qui sont potentiellement à faire et qui posent des défis qui sont techniques, mais aussi sociologiques et voire politiques, en termes d'acceptation, avec des choix, je finirai sur ça, très différents entre nos questionnements qui sont peut-être assez conservateurs en France, par exemple, une vision mixte aux États-Unis, où il y a une certaine réticence. Bob Burke disait on n'aura jamais des systèmes sans hommes dans la boucle quand il était secrétaire adjoint à la Défense. Si vous regardez la position américaine, ça a un petit peu évolué depuis l'époque. Et puis la position chinoise de la guerre intelligentisée, où là, on bascule carrément dans une fascination pour la technologie. Donc ici, à mon avis, il y a une réflexion intéressante à mener entre les différents acteurs pour comprendre justement les bons équilibres qui répondent aux objectifs, aux finalités et non pas aux moyens. Je vous remercie. Merci. On ne peut pas s'empêcher de penser à au livre de Stavridis, de l'amiral Stavridis, sur The Next World War 2034.
Saïd, on va passer de l'architecture en fait du système de défense aux humains qui sont derrière tout ça, les analyses de données. Oui, et merci Elisabeth, et merci à mes deux prédécesseurs parce qu'ils ont ils ont commencé à introduire mon sujet. Et mon sujet, finalement, il a, comme vous pouvez le voir à l'écran, est passé des analystes de la donnée aux experts de la donnée, et avec un sous-titre sur les experts aux soldats, nomenclature et frontières, parce que finalement, quand j'avais donné le titre au départ, une idée, on fait souvent comme ça, on dit tiens, j'ai une super idée, je donne un intitulé, mais après on se dit ah zut, mais maintenant il faut que je m'y penche. La titre a été belle, mais maintenant il faut y penser. Et finalement, je me suis dit que finalement, la question qui était derrière tout ça, c'est de qui parle-t-on? Peut-être ma première proposition montrait aussi qu'il y avait une certaine, sinon méconnaissance ou ignorance en fait de la pluralité des experts et des expertises, et sans revenir sur l'importance de la donnée dans la défense, pour être plus court et respecter les 15 minutes. Il est vrai que lorsqu'on parle d'expertise de la donnée, ou d'experts de la donnée, on est face finalement à des frontières floues. On ne sait pas toujours de quoi on parle. On parle d'analyste comme terme générique, et finalement, il y a rarement de définition, de classification commune. Et en gros, la question que je me suis posée et que je vais partager avec vous, c'est qui est un expert en fait de la donnée, jusqu'où va l'expertise, à quel niveau se situe-t-elle, tu as évoqué opératif, stratégique, tactique, dans le désordre. Quel est son champ d'application en termes de localisation, d'espace géographique, est-ce qu'on ne devrait pas évoquer les soldats ou les combattants de la donnée, par exemple, et voir les implications pratiques qui sont derrière. Et donc, pour ce faire, tu parlais de Foucault, donc j'ai fait peut-être une archéologie de la donnée, donc je me suis dit, mais qui est assez récente, donc je me suis plongé dans des contrées qui sont assez intéressantes, qui est celle des productions type nomenclature, notamment le MINARM y a participé, le ministère des Armées, les pages web, les offres d'emploi, pour voir quelles étaient les représentations finalement, et peut-être est-ce qu'on va pouvoir approcher une définition de ces experts de la donnée. Et lors des typologies, donc je parlerai d'abord de la typologie et nomenclature, et qu'est-ce qui en sort, et voir dans une deuxième partie, j'aime pas les trois parties, moi, venir sur quelles sont les frontières des experts de la donnée, dans le droit fil aussi des réflexions que j'ai pu avoir sur les cybercombattants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en 2021, par exemple, la direction interministérielle du numérique et l'INSEE ont pondu un rapport sur l'évaluation des besoins en compétences et expertise en matière de données, et ils ont fait sortir ou ressortir un certain nombre de métiers, et notamment 4 métiers, les métiers habituels qu'on entend, les data scientists, sans eux, je suis désolé des anglicismes, mais c'est ceux qui sont utilisés, les appellations, analystes et data engineer et data architecte, et ils y intègrent les statisticiens. D'ailleurs, c'était un travail qui avait été fait avec l'INSEE. Et donc, sont définis comme experts de la donnée les personnes dont les données sont l'objet essentiel du travail, non seulement un moyen de le réaliser. Ça inclut les métiers qui assurent le traitement informatique des données, non seulement la collecte par une interface, ou qui exploitent les données pour produire des analyses, des recommandations, des prédictions. Donc c'est assez tautologique, et on arrive finalement à une définition où on voit les quatre métiers que je vous ai cités, alors que par exemple dans le répertoire interministériel de l'État, qui fait en fait la gestion provisionnelle et des emplois et des compétences, on n'en reporterait que 2. En gros, le data scientist, sans eux, et le chargé de la gouvernance de la donnée, qui en français est le chief data officer. Vous avez également des Télécom Paris, par exemple, cité dans le document que je viens d'évoquer, on considère une vingtaine. Donc on voit qu'on a des définitions qui sont très aléatoires, on peut descendre très loin en précision, etc. Et même nous dit, par exemple, ce rapport, que la distinction entre le data scientist et le
statisticien traditionnel est réel, mais sans être incommensurable. La proximité entre ces deux métiers est d'ailleurs telle que certains services statistiques enquêtés ont considéré que l'ensemble des statisticiens étaient des data scientists. Cela correspond à une définition informelle qui décrit le data scientist comme un statisticien qui s'y connaît en informatique ou un informaticien qui s'y connaît en statistique. Donc vous voyez bien que là, non, on a vraiment des vraies définitions qui sont floues, des questions de frontières professionnelles, de statut de légitimité, qu'il faudra, je pense, interroger. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la moitié des data analystes et des data scientists, selon des chiffres de 2021, officient au ministère des Armées et au ministère de l'Économie et des Finances. Et ça fait égo cette première nomenclature ou catégorisation à la structuration, par exemple, des métiers de la donnée qu'on a, par exemple, en France, avec l'Agence pour l'emploi et des cadres, en 3 familles, qui sont collecte, stockage des données, traitement et analyse des données et protection des données. Oui, et donc j'arrivais à cette nomenclature. Et concernant les armées, il y a une classification et qu'on va retrouver à la fois dans l'intégration des métiers de la donnée au sein de plusieurs familles, par exemple en 2025, où il n'y a pas trop de détails, mais en gros on retrouve les analyses de la donnée dans le renseignement, dans la famille système d'information de la communication ou de la famille d'aide à la décision. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'il y a de plus récent, puisque la DGNUM, c'est-à-dire la Direction générale du numérique des armées, y a participé. Elle a fait donc sur la nomenclature des profils, et vous avez une mise à jour des métiers qui ont été donnés, et on a là quelque chose qui est beaucoup plus précis. J'ai pas tout mis, mais où on va aller très loin dans la description, c'est-à-dire les missions, les activités, les tâches, etc. Et les livrables, les indicateurs de performance, les parcours professionnels et les compétences principales sont ainsi détaillées. Donc on a quelque chose qui peut faire ici consensus, en tous les cas, qui donne plus de précision en donnant un certain nombre d'informations. Et donc on a également, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que les métiers de la donnée, finalement, on va passer d'une vision par silo, qui mettait en valeur certaines technicités, à une vision par couche qui organise les métiers en regard des processus d'une entreprise ou d'une organisation, et notamment qui va mettre en place, même dans un discours ici plutôt entrepreneurial, mais la dimension stratégique opérationnelle. Et donc finalement, c'est intéressant, on va se poser la question, la donnée, comment l'appréhender, et les spécialistes de la donnée, où commence-t-il finalement, où s'arrête-t-il. Donc on a des classifications, qui peuvent nous permettre de savoir où aller, et d'autres classifications qu'on pourrait qualifier d'indigènes, qui vont se retrouver à la fois dans les référentiels propres aux armées que j'ai évoqués tout à l'heure, et que l'on va retrouver par exemple sur le site du ministère des Armées, avec des offres d'emploi où on reprendra plus ou moins les mêmes définitions, parce qu'on ne va pas inventer, c'est-à-dire concernant le ou la data engineer, mais également essentiellement au niveau général du ministère, et les représentations, en tout cas les offres d'emploi qu'on va retrouver, et en tout cas qui sont publiques, j'ai travaillé avec ceux du public, que l'on va retrouver, des sources publiques, pardon, c'est essentiellement services de renseignement qui, depuis quelques années, mais ça c'est un autre sujet, aussi communiquent, sont très présents sur les offres d'emploi, sur LinkedIn, il y a plein d'offres d'emploi, par exemple, pour ceux que ça intéresse. Et donc, on a donc des data, on a aussi la marine qui est assez active, et qui va donner un certain nombre de... Est-ce que c'est le présupposé que c'est une armée technologique, mais elle est plus diserte, et aussi en raison de l'orientation dans données centrées de cette armée, où finalement on montre que la donnée ici implique tous les secteurs, et on va avoir un discours aussi qui revient sur l'interopérabilité, la nécessité de pouvoir communiquer à plusieurs niveaux, que ce soit en interarmée, en interallié,
interministériel, en interministériel, etc. Et revient cette question aussi jusqu'où ça s'arrête, hein, puisqu'on a la question du rapport et du partage avec les industriels. Est-ce que les industriels doivent être aussi mis dans la boucle, hein, et cette culture du secret, etc. Donc, ce qui ressort donc de ces nomenclatures, classifications, c'est, pour faire écho à ce que disait Amael, hein, Katarouza, dans son ouvrage qui a été cité, hein, c'est finalement la dimension décisionnelle, hein, qui permet de déboucher sur une classification à partir donc de ce champ décisionnel, la dimension, voire géopolitique, hein, du cycle de vie des données, c'est-à-dire placer, hein, la décision au cœur, hein, de la dynamique de création de données, c'est du savoir. Et donc, il faut, je pense, savoir où arriver, même s'il il évoquait plus au niveau, disons, stratégique ou au niveau des États, mais identifier les champs décisionnels, hein, ouverts derrière cette dimension technique. Et donc, pour continuer dans ma deuxième partie, si j'ai encore un peu le temps, oui, c'est les frontières de la donnée. Finalement, ce qui ressort de tout ça, à travers cette littérature, c'est la vision par couche globale, hein, que l'on peut voir donc dans les nomenclatures, hein, sont la traduction en quelque sorte, hein, de cette continuité qu'introduit la donnée dans l'univers militaire et ailleurs certainement, hein, une continuité, hein, entre ce qui est produit, ce qui est exploité, hein, au cœur du combat, et ce qui sera utilisé ou analysé dans les unités de soutien, par exemple, hein, mais aussi en RH, hein, parce que le problème, c'est qu'elle est pervasive, cette donnée, hein, c'est qu'elle touche à tous les niveaux, hein, et on la retrouve dans les dimensions aussi, des dimensions, disons, même intimes des soldats, c'est-à-dire leur état de santé, etc., puisque ça peut être utilisé aussi pour gérer quasiment au jour le jour, hein, savoir s'ils sont aptes, s'ils subissent confortablement, si on peut dire, hein, l'âpreté, hein, du métier. Donc on a une transversalité, ou cette continuité de données, hein, sa circulation, ce qui fait sa force, pose la question finalement du périmètre des utilisateurs de la donnée, hein, et par utilisateur, hein, c'est aussi bien les experts de la donnée, mais aussi tous ceux ou toutes celles, hein, qui utilisent cette donnée, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à un groupe qui a des droits sur des répertoires, ou celle d'un utilisateur qui a accès à des données en fonction de ses attributs à un moment donné, hein, voire de ses besoins. Donc la question par conséquemment, il y a la question du périmètre de l'expertise. Tout d'abord, on pourrait se poser la question, mais bon, je vais laisser tomber là, mais à quel niveau acculturer les individus de l'institution, hein, pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils avoir un langage commun, comprendre, être intelligible, et également, autre question, quel impact à l'extension du domaine de la donnée, hein, dans le champ opérationnel et dans le commandement. Et donc, on pourrait, bien entendu, je pense que l'armée non seulement développe aussi des experts de la donnée, mais aussi, ce qui me semble intéressant, et je l'avais vu aussi à travers des travaux ou des enquêtes menées sur les cybercombattants, c'est aussi ce que appelé, je crois que c'était dans War on the Rock, il parlait de traducteurs analytiques, hein, en fait, hein, ces personnages, hein, ces traducteurs qui font le lien entre les divers échelons, mais aussi entre ceux qui maîtrisent la donnée ou le langage de la donnée et ceux qui ne le comprennent pas, ceux qui font aussi des liens générationnels également, hein, et également au sein des institutions, et qui permettent aussi peut-être d'aller à l'encontre des résistances que ces technologies provoquent, hein, en termes de pouvoir, parce que c'est ça aussi, hein, la technologie redéfinit la hiérarchie peut-être, mais aussi les compétences, les enjeux de pouvoir au sein d'une organisation, et donc c'est un mécanisme finalement de défense, hein, contre les influences venues de dehors et qui peuvent menacer, hein, l'équilibre d'une société ou d'un groupe, hein, mais ça, Bastide a beaucoup travaillé là-dessus. Donc, et deuxièmement, quel impact à l'extension du domaine de la donnée dans le champ opérationnel, hein, et je terminerai par là, c'est se poser la question, interroger les implications de la donnée sur le commandement, on revient à s'interroger sur la prise de décision, la conception à la manœuvre et la gestion de l'exécution, et ainsi la conduite des hommes, hein, et des femmes au sein des armées. En d'autres termes, quelles sont les conséquences de l'intrusion de la donnée, hein, dans les relations hiérarchiques, dans les fonctions du chef, hein, on avait travaillé sur d'autres sujets à ce propos, et c'est-à-dire donc
donc l'horizontalité, la réticularité, la profusion, mais aussi le caractère décentralisé, distribué du numérique et des données également, ont un impact sur la façon de commander. Tu l'as évoqué. Il y a un impact sur l'écrasement des frontières entre les différents échelons. Est-ce qu'on va vers une plus grande autonomie ou un plus grand contrôle finalement? Parce que c'est une intrusion aussi. Si j'ai les données, je sais ce qui se passe sur le terrain, j'ai pas besoin, et je peux à un moment donné dire voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qui peut arriver. Également donc l'écrasement des distances entre les différents niveaux stratégiques, opératifs et tactiques. Qu'il ne faut pas négliger. Et donc l'écrasement de ces distances, et je crois que j'ai bientôt terminé, l'écrasement des distances s'accompagne de ce qu'on peut nommer aussi l'info-obésité, ou la surcharge informationnelle, l'afflux d'informations, la mobilisation cognitive. Que va-t-on demander à ces experts ou ceux qui fréquentent la donnée? Est-ce qu'il faut décrire? Est-ce qu'il faut donner un aperçu en temps réel, faire un diagnostic, prédire, prescrire, tout ça en même temps? Ça pose des questions. J'ai pas mis, mais j'ai mis un casque virtuel ici. On a l'expérience des déboires de HoloLens 2 il y a 2-3 ans aux États-Unis, où le casque qui est reparti, la production, le casque de réalité augmentée Microsoft qui avait entraîné des maux de tête, des douleurs oculaires, des nausées, parce que l'utilisation prolongée finalement, sans oublier, je crois que j'avais lu aussi qu'il y avait une luminosité assez importante qui faisait que ceux qui portaient étaient des cibles vivantes. Mais je crois que ça a été réparé. Et donc, le troisième élément que ça pose au niveau des soldats, c'est la question de la vulnérabilité, puisqu'on voit, tu l'as évoqué, c'est peut-être un atout la donnée, mais c'est aussi quelque chose qui peut être, participer de la vulnérabilité et la localisation de la donnée. On la met où la donnée? Sur le terrain, à l'arrière, on la décentralise. Je crois que Clotilde Beaumont reviendra là-dessus. Il y a le cloud de combat, etc. Et donc il y aurait énormément de questions. En tout cas, c'est plus peut-être un programme de recherche qui s'ouvre aussi, ou d'autres réflexions. Mais il y a la question de recrutement derrière. Il y a la question de l'internalisation. Il y a le partage avec les industriels. Et on retrouve ça dans le cyber d'une manière générale. Qui participe au combat? Qui combat dans le cyberespace en fait? Est-ce que ce sont uniquement des armées, mais c'est aussi les grandes entreprises, les pourvoyeurs de technologies, etc. etc. Donc voilà rapidement les réflexions d'un néophyte dans le monde de la donnée. Je vous remercie. Merci. Finalement, il y a un volet très mécanique quelque part, l'insertion de l'humain dans cet univers-là, ou à l'inverse, l'insertion de la donnée dans cet univers humain. Est-ce que Sylvain est en ligne, puisque je pense que c'est à distance qu'il nous rejoint pour nous parler de stratégie navale de la jeune école. Mon Dieu, vous m'emmenez au siècle dernier pratiquement. Ça fait longtemps. Oui, en fait, c'est littéralement, c'est au siècle dernier. Sylvain, c'est à vous. Oui, alors ça fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors merci de me laisser l'opportunité de m'exprimer. Alors, comme il a été mentionné en introduction, je suis chercheur postdoctorant à l'École navale. Je travaille sur le projet Marina pour Marins Ingénieurs Innovation. Et on s'intéresse dans ce projet-là au processus d'innovation au sens général. C'est-à-dire une cartographie des acteurs, les études des pratiques aussi. Qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, comment on pourrait en fait accélérer tout ça. On s'intéresse aussi aux technologies émergentes. Qu'est-ce qui intéresse la Marine nationale? C'est un projet qui implique plusieurs acteurs que nous sommes allés rencontrer. Ce n'est pas terminé encore, c'est un projet qui est toujours en cours. Donc, vous les voyez un petit peu ici. Et bien sûr, on a été amené à s'intéresser beaucoup aux conceptions de l'IA dans la Marine nationale. Alors peut-être pour commencer, une question, pourquoi la Marine nationale s'intéresse-t-elle à l'intelligence artificielle? Peut-être deux raisons. La première, l'environnement géostratégique, c'est-à-dire les changements dans le système international. C'est-à-dire historiquement, c'est intéressant ça, mais quand on regarde l'usage du mot innovation à différentes époques, comme vous le voyez ici sur l'image, là où on en parle le plus, c'est pendant des périodes de contraintes très fortes. C'est-à-dire, vous voyez ici, les années 30, donc la montée des fascismes, les années 50-60, qui correspondent au début de la guerre froide, en fait, dans la mise en place de l'architecture de la guerre froide.
Et si on prend le cas de la France, eh bien, après la guerre d'Algérie, l'organisation traverse plusieurs défis. Hein. D'abord, on divise les effectifs de la marine par 2. C'est la même chose pour les budgets. Et au même moment, on va créer la force de dissuasion stratégique, la lutte anti-sous-marine, ce sont des capacités nouvelles qui n'existaient pas avant. On se lance aussi en même temps dans l'ère du missile. Et tout ça se fait en l'espace d'une dizaine d'années. Alors, la conclusion, c'est que les périodes de fortes contraintes ou d'instabilité géopolitique encouragent l'innovation. Et les organisations militaires aujourd'hui, ils vont chercher, c'est vraiment une volonté affichée, d'essayer d'aller capter ou adopter l'innovation plus rapidement, peu importe d'où elle vienne. Et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir à la période des questions, mais en fait, l'un des défis actuels qui est beaucoup relevé par les militaires, c'est la difficulté, en fait, à importer, à faire traverser, à adopter les technologies qui sont inventées dans le domaine civil. Je pense notamment à tout ce qui est écosystème de start-up, les petites et moyennes entreprises. Il y a comme une espèce de filtre ou d'intermédiaire entre les deux qui empêche en fait les innovations d'aller rencontrer les besoins opérationnels de la marine. Le deuxième élément qui fait suite à celui de l'environnement géostratégique, ce serait ce qu'on peut appeler le prestige technologique. C'est-à-dire que l'IA, c'est pas simplement un artefact, c'est un objet culturel, en fait. Donc, ça exerce une fascination, et cette fascination-là, elle joue un rôle, justement, dans l'intérêt que lui porte la Marine nationale, tout comme d'autres organisations, probablement. C'est la même chose. J'ai travaillé auparavant en étudiant les startups, et c'était la même chose. Hein. Une espèce de fascination qui est reliée à cette technologie-là. Alors, quand on pose la question, quelle est la technologie qui sera la plus décisive pour vous dans l'avenir et pourquoi? Eh bien, c'est toujours la même réponse. C'est systématique, c'est toujours à chaque fois l'intelligence artificielle. Parce que c'est un symbole de puissance et de sophistication. Hein. La Marine nationale veut créer une culture qui est prête pour l'IA. Ça, c'est révélé, c'est assumé. On parle beaucoup de facteurs humains. Donc, on se met, ceux qui sont dans les institutions pourront peut-être vous en parler un peu mieux que moi, là, mais en ce moment, on parle beaucoup de facteurs humains. Donc, on engage des gens en psychologie pour justement essayer de voir, de repenser les interfaces, comment on peut rendre la technologie plus facile d'utilisation, plus acceptable. On pense à l'ergonomie, on pense à l'interface qui peut faciliter la confiance de l'utilisateur aussi. Donc, il y a ces efforts-là qui sont déployés pour essayer de rendre l'organisation un peu plus réceptive, disons, socialement, à accueillir ce type d'innovation-là. Et en s'intéressant à cette technologie-là, la Marine montre, en fait, qu'elle n'est pas déclassée, qu'elle est surdéveloppée, que c'est un marqueur symbolique de son statut sur la scène internationale. Donc, elle a la possibilité de maîtriser cette technologie-là et que c'est en fait la plus sophistiquée de son époque, la plus clinquante de son époque aussi. Alors, ça permet le prestige technologique, ça permet de construire un rapport de force psychologique avec l'adversaire. C'est-à-dire, vous avez une espèce de sentiment d'invincibilité ou de supériorité qui se dégage, qui est associé à cette technologie-là, ou même de vulnérabilité, hein, si vous avez l'impression d'en manquer. Et ce sentiment de supériorité-là, qui est conféré par la technologie, ben, ça nécessite une maîtrise de celle-ci. Et il y a des inquiétudes qui sont manifestées là-dessus. Ça, c'est ce qui remonte beaucoup du terrain. C'est-à-dire que la maîtrise, c'est pas vraiment ce qui nous a été révélé dans les entretiens, c'est plutôt un sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que les gens de la marine vont nous dire, en fait, que il y a un déficit de compétences, il y a un manque de savoir-faire de l'IA à l'interne, il y a une grande compétition sur le marché du travail, les industriels ne sont pas capables de répondre aux commandes ou aux demandes qui sont formulées par la Marine nationale. Donc, il y a cette inquiétude-là qui est manifeste. Ils ont l'impression un peu de manquer le bateau et de ne pas être dans ce bateau-là, littéralement. Deuxième point que je voulais aborder, c'est les promesses qui sont attendues par l'introduction de l'IA. Regardons d'abord peut-être les concepts qui ressortent le plus. Hein. Ce sont surtout des concepts américains, c'est ceux qui sont les plus souvent mentionnés. C'est-à-dire, on entend beaucoup parler d'opérations multiniveaux, multichamps. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce concept-là? C'est simplement les opérations qui se passent dans différents milieux. Hein. L'air, la terre, l'espace, le cyberespace, ce sont des milieux. Et qui impliquent des forces
qui sont issus de différents domaines, c'est-à-dire l'armée de terre, la marine, les forces spéciales, par exemple. Et vous avez une espèce d'interdépendance et de collaboration entre ces différents milieux et ces différents domaines-là. Par exemple, c'est la différence avec aujourd'hui, c'est qu'auparavant, les milieux avaient tendance à être un peu plus séparés les uns que les autres, c'est-à-dire qu'ils formaient une espèce d'environnement distinct, si on veut. Et maintenant, ben, il y a une interpénétration entre ces différents milieux-là. Par exemple, un navire peut frapper un satellite depuis la mer, par exemple. Et un autre concept qui est en vogue aussi, c'est celui de létalité distribuée. Et ça se réfère, celui-ci, à la capacité de répartir et de concentrer la puissance de feu sur une zone géographique ou une cible spécifique en utilisant une diversité de plateformes, des systèmes d'armes et de tactiques. Alors, plutôt que de penser en termes de nombre de navires et de puissance de feu individuelle, la létalité distribuée, ça repose sur la coordination et la coopération entre plusieurs actifs qui sont dispersés dans différents milieux. Et l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que l'intégration de ces actifs-là opère comme une espèce de tout. C'est-à-dire, l'idée, c'est que seule une unité, elle est faible. Elle est faible lorsqu'elle est seule, mais sa force va lui provenir une fois qu'elle agira en collaboration. Donc, c'est la collaboration qui constitue la puissance du réseau de combat comme tel. Et la clé de la réussite de cette coopération-là, bien, c'est vraiment la rapidité du traitement de l'information. Par exemple, on estime aujourd'hui que les opérateurs passent 80% de leur temps à chercher la donnée, c'est-à-dire à essayer de voir, de distinguer, de sélectionner qu'est-ce qui est pertinent de ce qui n'est pas pertinent. Et 20% à utiliser cette donnée-là, donc à transformer cette donnée-là en travail ou en tâche utile. Et l'introduction de l'IA vise vraiment à inverser ce ratio-là. Et l'espoir, c'est que son intégration pourra peut-être améliorer les capacités de commandement et de contrôle, ce que dans le jargon militaire, ils appellent le C2, et pour accélérer, en fait, ce qu'on appelle leur boucle décisionnelle, leur processus de prise de décision, qu'on peut décomposer en plusieurs activités, c'est-à-dire observation, orientation, décision et action, la fameuse boucle OODA. Et d'où ça vient, cette boucle-là? Pour faire une histoire courte, c'est tiré d'observations du combat aérien. Ça vient des travaux de John Boy, qui était lui-même pilote, et qui a décidé que c'est son modèle. Il explique que la clé de la victoire, en tout temps et en tout lieu, dans l'histoire, c'est simplement la rapidité par laquelle une organisation réussit à passer à travers cette boucle-là. C'est-à-dire, si vous voulez remporter des batailles, il faut raccourcir simplement votre boucle. Il faut raccourcir la durée que vous mettez pour parcourir votre boucle, observation, orientation, décision, action, parce que si votre boucle est plus courte que celle de votre adversaire, vous allez aller plus vite que lui, vous allez dépasser son tempo, et il va être submergé par la rapidité de vos actions et en même temps être paralysé dans sa propre boucle décisionnelle. Et les marins, à ce titre-là, ils parlent du plus grand danger aujourd'hui, c'est la surcharge cognitive, c'est-à-dire c'est le trop-plein d'informations. On va même utiliser le terme d'être ébloui par ce trop-plein d'informations-là. Alors, un programme d'IA ou une prise de décision assistée par l'IA qui agirait un peu comme une espèce de cerveau externe ou d'assistant virtuel pour analyser des données de renseignements qui entrent en temps réel, ça pourrait fournir au commandant des informations qui seraient déjà préclassées, présélectionnées, en ordre de priorité. Et du coup, au final de tout ça, c'est vraiment que la boucle OODA s'en retrouverait accélérée. Aujourd'hui, ça ne date pas simplement d'aujourd'hui, c'est plus vieux. Je vais me référer un petit peu aux travaux de Paul Virilio, philosophe français. C'est-à-dire, il résumait l'histoire comme étant simplement le moteur de l'histoire, c'est la domination du plus rapide. C'est toujours de trouver des moyens. Celui qui réussit à aller le plus rapidement domine, en fait. Et pour les organisations militaires occidentales, notamment, c'est ça l'objectif, une espèce d'obsession de la vitesse, d'éthos de la vitesse. Il faut aller vite. L'agilité, la flexibilité, l'efficacité, ce sont des concepts qu'on retrouve dans toutes les doctrines stratégiques, qui sont toujours définis au final comme la capacité d'agir plus vite que l'ennemi. C'est ce qui permet de remporter la victoire, ce qui permet de maîtriser le temps, ce qui permet de déséquilibrer l'ennemi et ce qui donne un avantage décisif. Et le summum de la vitesse, c'est la capacité d'agir avant même le début de la course, si vous voulez. Prenons un exemple, vous avez, par exemple, aux États-Unis, la DARPA qui travaille sur un projet qui s'appelle Deep Green, qui fait écho au projet
Deep Blue, qui vise à permettre aux commandants d'arriver, hein, c'est une capacité qu'on espère, arriver à visualiser, évaluer, anticiper les intentions de l'adversaire, c'est-à-dire prédire ses objectifs, prédire ses mouvements, et même les émotions possibles plusieurs heures à l'avance. Mais l'idée, en fait, l'idéal, hein, le rêve, si on veut, c'est d'arriver à cartographier une campagne entière avant même qu'elle ne débute. C'est le rêve ultime de la maîtrise de la donnée pour un militaire, c'est-à-dire arriver à lire le futur, à le rendre intelligible et arriver à le contrôler aussi. C'est ça le but à atteindre. Mais le plus gros problème actuel reste pour la Marine nationale, comme pour les autres organisations militaires, ça reste l'accès aux données. Ça reste la disponibilité des données, l'accessibilité aux données. Et je m'explique, c'est-à-dire que les modèles, les algorithmes d'IA qui sont entraînés actuellement sont efficaces en fonction de la quantité de données dont vous disposerez pour entraîner vos modèles. Si vous prenez un algorithme et vous faites tourner dans cet algorithme-là une quantité, des centaines de milliers, des millions de données, et plus vous allez l'alimenter en données, plus il deviendra efficace. Et le problème pour les organisations militaires, vous me voyez venir un petit peu, c'est-à-dire que prenons les bateaux, hein, les navires. Déjà, à la base, il y a beaucoup moins de navires militaires que de navires commerciaux. Hein. Donc, il n'y en a pas des masses. C'est pas comme, par exemple, si vous utilisez les données, des commentaires sur Facebook, vous en avez des millions. C'est pas tout à fait le cas pour des frégates ou d'autres bâtiments de la marine. Alors là, ça, c'est un problème. Et par exemple, si un développeur veut qu'un engin maritime sans pilote, un drone, scanne les navires qui passent et ne tire que sur ceux qui sont identifiés comme adversaires, comme ennemis, bien l'algorithme d'IA devra être formé avec les données de capteurs provenant de ces navires adverses-là. Pas ceux des navires que vous avez, ni ceux des navires civils. Donc, il faut vraiment la bonne donnée et il vous en faut en grande quantité. Donc, ça, c'est peut-être une limite, je dirais, physique, technologique à court et à moyen terme sur peut-être qui risque de limiter peut-être le développement de l'IA et l'implantation de l'IA dans le domaine militaire. Maintenant, je vais terminer là-dessus. Je termine en fait par une question hein, qui est un débat. C'est est-ce que les débats entourant l'IA militaire actuelle, les enjeux qui sont soulignés, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les débats qui ont eu lieu il y a une centaine d'années, comme on l'a mentionné au début, à travers un courant de pensée qui s'appelle la jeune école. Et là, je m'explique un petit peu. Juste préambule, c'est que dans un livre, Military Power, de Stephen Biddle, vous avez en fait une thèse qui soutient que les armées de l'époque moderne ont réagi à la létalité accrue des armes industrielles en développant ce qu'il appelle un système moderne de guerre. Ça s'est développé à la fin de la Première Guerre mondiale. Et le problème central des tactiques modernes était d'arriver à survivre à l'appui de métal des obus qui étaient suffisamment longtemps pour accomplir la mission. En fait. Il soutient que les forces militaires modernes s'appuient sur quelques principes. Premièrement, la couverture, c'est-à-dire on utilise la végétation, la topographie, les obstacles pour se dissimuler, pour se cacher, pour se protéger, s'enterrer, etc. Ça, c'est le premier principe. La dissimulation aussi, camouflage, furtivité, tromperie, leurre, ça c'est le deuxième principe, pour éviter en fait cette destructivité de la puissance de feu. Un autre principe du système moderne, c'est la manœuvre. C'est qu'au lieu de concentrer les troupes à un point décisif, les armées du système moderne se dispersent dans l'espace et se déplacent en fait pour éviter le feu. Et la dispersion, c'est essentiel pour survivre sur le champ de bataille moderne encore aujourd'hui. Et des concepts comme la létalité distribuée, ben, ça trouve leurs racines dans ces principes de guerre moderne-là. Et au 19e siècle et au début du 20e siècle, vous aviez les marines qui étaient confrontées au même défi, en fait. C'est-à-dire, si vous aviez une course entre le blindage et le calibre des canons, et dans cette course-là, le canon l'emportait toujours. Et vous avez une citation de Churchill que j'aime bien, il disait à propos des gros cuirassés anglais, là, qui c'était, pour montrer en fait leur vulnérabilité, que c'était comme des grosses coquilles d'œufs, armés de marteaux. Et dès les années 1860, les penseurs navals vont commencer à exploiter la couverture et la dissimulation des environnements nocturnes, par exemple opérés de nuit et sous-marins, pour se protéger justement des armes à tir direct. Donc des innovations, vous voyez voir des innovations comme les torpilles. Les torpilles existaient avant, mais je veux dire leur utilisation moderne du terme
Vous avez ça, les torpilleurs, les croiseurs, les sous-marins et même plus tard les avions embarqués qui permettent d'allonger la distance d'engagement. Donc, c'est un moyen de se protéger par la distance. Donc, ce sont tous des moyens de contournement de la puissance de feu. Et la doctrine de la jeune école, ça visait à compenser la supériorité des cuirassés de la puissance de feu de la marine anglaise en adoptant les concepts du système moderne. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des grands vaisseaux de ligne réunis en escale avec le canon comme une espèce de phalange maritime, là, avec le canon comme seule arme, on commence à réfléchir à une flotte pensée comme une collection d'éléments divers, selon le principe de la division du travail, c'est-à-dire des navires plus spécialisés, plus petits, moins blindés, mais beaucoup plus rapides, beaucoup plus mobiles, qui seraient efficaces pour s'en prendre, s'attaquer à la puissance commerciale au lieu de s'attaquer aux grands navires, aux grands vaisseaux de ligne, ou encore dans la défense mobile des côtes. Et on imagine, au lieu de penser à construire des dizaines de cuirassés comme les Anglais le faisaient, on imagine construire des centaines d'unités, des types de bateaux divers, pour le même prix, en fait. Au lieu d'en avoir quelques dizaines, vous en aviez plusieurs centaines. C'était ça l'idée. Et malheureusement, en fait, peut-être que c'était des idées peut-être un peu trop novatrices pour l'époque. Peut-être que la technologie n'était pas assez mature, mais c'est la guerre russo-japonaise va un peu sonner le glas de ces idées-là parce qu'elles semblaient confirmer, en fait, le primat du gros canon. Toutefois, et je vais terminer là-dessus, ce qui est important à retenir de ça, en fait, c'est que parfois une innovation ou une technologie à elle seule n'amène pas nécessairement, ne se transforme pas nécessairement tout de suite en efficacité opérationnelle, capacitaire, quoi que ce soit. Parfois, vous devez attendre une combinaison, un effet de liaison, de combinaison qui va s'effectuer entre plusieurs technologies ensemble. Je donne un exemple. La torpille moderne, elle est inventée au 18e siècle. Mais pendant longtemps, elle reste à fin pratique presque inutilisable. C'est-à-dire qu'elle est trop lente. Les bateaux ont le temps de l'éviter, ou alors elle fonctionne, vous avez besoin je fais une image un petit peu, mais vous avez besoin, elle fonctionne uniquement si vous êtes dans un lac avec des eaux très, très calmes. Moindrement que vous avez des conditions nautiques un petit peu difficiles, la torpille, ça fonctionne très, très mal. Mais ce n'est que lorsque cette technologie-là est associée avec le sous-marin, et plus tard que ce même sous-marin-là est associé avec le moteur diesel et la batterie électrique, que là, vous obtiendrez un système de combat complet et efficace. Et c'est là que en fait, toute l'idée, tout le concept de la jeune école, en fait, va révéler son efficacité. Et d'ailleurs, le sous-marin, c'est peut-être l'arme qui présage peut-être le mieux l'avenir du drone actuel, là, si on essaie de l'envisager. Parce qu'à l'époque... Merci, oui, Sylvain. Fini. Oui, s'il vous plaît. Merci. C'est parce que justement, c'était un moyen qui était consommable. On pouvait envoyer des sous-marins plutôt que d'envoyer des grands vaisseaux de ligne pour causer des dommages. Voilà. Merci beaucoup. Désolée de vous avoir coupé. Merci. Merci. Très intéressant. On finit vraiment sur de nouvelles portes, je trouve, de nouvelles avenues. Donc, merci beaucoup à vous trois d'avoir contribué à ce premier panel.